les amis, une fois n'est pas coutume, cette vidéo de FAQ aura été tournée un samedi soir, mais ne vous inquiétez pas, quoi qu'il advienne, le rendez-vous est maintenu. Je suis toujours, extrêmement content de répondre à toutes les questions que vous me posez sur ma story Instagram, sur le compte Rodsters TV. N'hésitez pas, puisque c'est une façon que j'ai d'interagir avec vous et aussi de vous apporter mon avis, des réponses à certaines questions que vous me posez. Je prends toujours celles que je trouve les plus intéressantes, les plus pertinentes, celles qui reviennent le plus souvent. Et aujourd'hui, nous avons eu aussi quelques questions extrêmement intéressantes. Alors, avant qu'on commence, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit tour sur l'actualité du monde de la moto et de la chaîne qu'on a eu, puisque on a eu des choses assez intéressantes, notamment tout d'abord, un prêt de 550 millions d'euros contracté par KTM pour un peu se libérer de la direction mise en place par Bajaj, garder leur indépendance. On va en parler justement, c'est une des questions que vous m'avez posées. Nous avons aussi des nouvelles de la V4 SR WR de chez CF Moto, une machine qui est excessivement attendue par le monde entier tout simplement, et donc on l'a entendue pour la première fois. Elle a été de nouveau présentée dans un événement en Chine, les CF Moto Days, et à cette occasion la moto est sortie, elle a fait un petit baroud d'honneur et la sonorité est exceptionnelle. Si vous n'avez pas vu ce que ça donne, c'est très proche d'un V4 Aprilia et vous savez à quel point je suis fan de ce son. Et finalement, nous avons des nouvelles sur la Yamaha MT-10 qui devrait revenir très bientôt en Europe, puisque c'est Olivier Prévost, le PDG de Yamaha Motor Europe, qui s'est confié à Motorcycle News, qui nous ont donc relayé l'information que cette MT-10 qui avait été justement retirée de la vente en raison des normes d'homologation Euro 5+, ferait bientôt son grand retour. Il n'y a plus qu'à espérer qu'elle soit peut-être un peu upgradée au niveau de la technologie, de l'écran et compagnie, parce que ça faisait un peu vieillot, mais dans l'ensemble c'est une moto qui est vraiment fantastique, donc je souhaite qu'elle arrive très bientôt. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, vous l'avez. Première question de la part de Simon Macaire qui nous dit: quelle est ta marque de moto préférée et pourquoi? Et alors j'adore cette question parce que vous le savez, j'ai déjà répondu très souvent à cette question. Je n'ai absolument aucune marque de moto préférée. Je sais que il y en a certaines et certains parmi vous qui aiment à se donner corps et âme à une marque, qui adorent une marque. Mais moi, en fait, non seulement je n'ai jamais réussi à faire ça, mais en plus, je vous avoue que je ne trouve pas que ce soit la façon la plus optimale de profiter de la moto et du monde de la moto en règle générale, parce qu'en fait, toutes les marques ont tellement de choses incroyables à donner et à montrer que être fan d'une seule marque, des fois même au point d'en occulter les autres, parce que c'est ce qu'on voit, des fois on a vraiment des personnes qui tout simplement mettent de côté les autres constructeurs en disant non, il y a cette marque qui est bien et puis les autres, non, vraiment c'est naze. Alors que moi je ne peux pas faire ça. Et pour vous donner une petite illustration, je vais vous montrer quelques-unes de mes machines favorites. Donc là vous avez par exemple la Kawasaki ZH2 SE chez Kawa, moto qui est vraiment fantastique. Mais nous avons aussi cette moto, désolé, elle est descendue. La BMW R1300R, vous le savez, je suis tombé amoureux d'elle lorsque j'en ai fait l'essai chez nos amis allemands. Mais aussi la Hayabusa chez Suzuki. Bon, c'est la moto qui m'a fait passer le permis de conduire, donc forcément, je suis absolument malade de cette moto. La Tuono V4 chez Aprilia, chez les Italiens. Donc encore une fois, on est sur une autre marque. Et finalement, encore un autre exemple, KTM Super Duke 1390. Et vraiment, je vais être honnête avec vous, il y a quand même beaucoup de situations où je me retrouve assez démuni quand il s'agit de faire un classement véritablement ultra clair et net de ces motos. Et je pourrais en citer énormément d'autres. Chez Ducati, on a les Street Fighter qui sont des motos que je trouve fascinantes. Chez Yamaha, il y a des machines que j'adore aussi. Typiquement, les Tracers, c'est des motos qui m'ont beaucoup fait plaisir. Mais MT-09 SP, chez Triumph, la Rocket 3 et la Speed Triple. Enfin, je n'ai pas de marque de moto préférée. Et en ce qui me concerne personnellement, c'est la meilleure façon pour moi de vivre ma passion de la moto parce que je reste d'une certaine forme ouvert à tester des nouvelles choses. Alors après, par contre, il y a une marque pour laquelle j'ai eu le plus de motos, mais ce n'est pas des motos différentes, c'est les deux mêmes machines et je les ai possédées chacune 6 fois au total, voire même 7 pour l'une d'entre elles. C'est Suzuki avec la Hayabusa
et le B-King. Mais déjà, Hayabusa et B-King, c'est le même combat parce que c'est le même moteur, c'est juste un Roadster et une Sportivo GT. Et en plus de ça, c'est pas Suzuki particulièrement, c'est ces motos que j'adore. Donc voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, je trouve que la meilleure façon de vivre la moto, c'est de pas avoir de marque préférée, mais d'avoir des machines qui nous font rêver et de les tester et d'aller chez les uns, les autres pour voir ce qui se fait. Parce que c'est ça, la moto, c'est aussi la diversité et je trouve que ça en est une énorme richesse. Prochaine question de la part de Reptile Cove qui nous dit « Comment Bajaj pourrait réagir au nouvel emprunt de KTM ?» Et oui, parce que vous n'êtes pas sans le savoir, mais nous avons eu récemment des breaking news, j'en ai parlé en début de la vidéo, 550 millions d'euros empruntés par KTM, qui paye cher le prix de sa liberté. On est sur Automoto, hein, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site pour voir un petit peu ce qu'ils disent. Donc KTM vient de contracter un prêt majeur, 550 millions d'euros, pour rembourser la dette de 450 millions d'euros investie par Bajaj, afin de reprendre le pouvoir. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, vous le savez, nous avons eu une énorme crise financière au niveau de l'industrie de la moto, la plus grande jamais vue chez KTM, hein, avec des dettes qui oscillaient, selon les rapports, entre 2 et 3 milliards d'euros, hein, qui ont vraiment mis à mal le constructeur autrichien, avec du gel de production de machines, avec des impacts qui ont eu lieu au niveau de certaines marques qui étaient dans le giron de la maison mère, hein, donc Pirer Mobility, avec notamment la fin du partenariat avec MV Agustin, hein, qui vogue en pavillon indépendant désormais, mais aussi l'arrêt de certaines activités du côté vélo, la fameuse Xbo, hein, la voiture très sportive, vous savez, cette espèce de concept hyper radical. Et tout ça, ça a eu des conséquences qui sont énormes. Et effectivement, Bajaj, hein, qui est donc un partenaire de très longue date, hein, de KTM, puisque ce sont eux qui fabriquent notamment, hein, en Inde, toutes les versions moyennes cylindrées de chez KTM, les Duke 390, les 125, et cette marque, hein, Bajaj, qui est un géant absolument incontournable en Inde, hein, qui font des modèles spécifiques pour leur marché. Donc vous le voyez, beaucoup de 125, 160 cc, hein, c'est même des choses qu'on n'a pas forcément nous en Europe, qui correspondent pas vraiment à des classifications, des 250 cc. On est sur des motos qui sont relativement restreintes en termes de cylindrée et de puissance, parce que c'est vraiment ce qui correspond au marché indien. Et donc, Bajaj, en faisant ce coup de générosité déguisée, hein, puisque bien évidemment, hein, on n'a jamais rien sans rien, ils se sont inscrits directement à la direction de KTM. Et donc, la marque a même été renommée Bajaj Mobility. Et ça, en fait, ça aurait pu avoir des implications extrêmement fortes, notamment au niveau de la délocalisation potentielle de KTM en Inde sur ses productions de machines, mais aussi la perte d'énormément d'emplois. Et en fait, KTM, c'est un poumon économique de l'Autriche. Et donc, cette décision qui est quand même très risquée parce que KTM va jouer contre la montre pendant 5 ans pour rembourser ce prêt qui est sur un taux variable, hein, qui peut changer d'année en année, donc ça a aussi des conséquences. Ils se donnent de nouveau les moyens d'être autonomes et indépendants. Alors, qu'est-ce que Bajaj peuvent avoir comme réaction là-dessus, hein? Clairement, je vous le dis, hein, pour moi, Bajaj ne vont pas avoir une réaction. Pour eux, en fait, cette opportunité qui finalement revient au statu quo, ça va pas changer grand-chose pour eux. De toute façon, Bajaj, ils sont dans une situation où ça a toujours été un partenaire officiel de KTM. Ils vont continuer à réaliser les machines de petite moyenne cylindrée parce qu'ils ont tout l'intérêt de le faire. Et tout simplement pour eux, en fait, c'est presque... Bon, très bien, au final, business is business, on passe à autre chose. Il n'y a pas de véritable feu en la demeure. De toute façon, les relations restent bonnes avec KTM. On continue à produire leurs motos. On verra si dans le futur, il y a d'autres choses qui apparaissent. Mais à mon sens, Bajaj, ils ont vu une opportunité. Ce sont des personnes qui sont très terre-à-terre, très prosaïques et très probablement qui mettent un peu plus la raison au profit de la passion, ce qui aurait pu avoir des conséquences quand même sur certaines motos plus radicales chez KTM et qui, il est vrai, hein, font aussi le sel de la marque. Donc, je pense que si KTM s'en sort et réussit à rembourser le prêt en temps et en heure, reprend son activité comme il faut, c'est pour le mieux. C'était la meilleure décision à prendre. Maintenant, ça, on verra. Le futur nous dira si effectivement c'était un bon choix de la part de Matti Goffon de faire ce prêt. Et il n'y a plus qu'à leur donner de la force, hein. Si vous voulez acheter une KTM, c'est le moment ou jamais, d'autant que les prix sont quand même assez intéressants.
Prochaine question de la part de 1KDNA. J'ai beaucoup aimé cette question parce que vraiment pour le coup je voulais revenir dessus. J'adore la nouvelle F900 XR 2026, nouvelle couleur verte. T'en penses quoi surcoté? Alors déjà, absolument pas surcoté, hein. C'est une machine qu'on a pu voir directement. Excusez-moi, hein, je me suis planté d'écran, c'est des choses qui arrivent, on est en live. Qu'on a pu voir au salon du 2 roues de Lyon 2026, donc ces nouvelles éditions de la F900R et F900 XR, donc cette couleur absolument magnifique, hein, le Aurelius Green, qui est une peinture exclusive et sportive, habituellement réservée uniquement à la BMW M1000 XR. Et je vais vous remontrer sur la vidéo du salon du 2 roues de Lyon parce que je vous l'avais filmé. Et cette peinture, en fait, eh bien, c'est une peinture exclusive à la France, s'il vous plaît, hein. Et donc, c'est une peinture que vous pouvez avoir gratuitement. C'est une couleur vraiment dédiée et je la trouve absolument magnifique. Et comme c'était mentionné sur le site précédemment, et bien en effet, regardez, cette machine, elle existait aussi, enfin la couleur existait sur la M1000 XR que j'ai trouvé absolument mais merveilleuse. La moto, elle est à tomber, vraiment ce vert mat qui se marie du coup avec eh bien, tout le carbone qu'ils ont mis sur cette version-là. Mais vraiment, elle est absolument exceptionnelle. Et du coup, effectivement, eh bien, sur cette F900 XR, je trouve que le résultat est super beau. C'est une couleur différente qui me fait un peu penser à celle de la Hayabusa couleur verte, mais un petit peu plus intense, parce que la Hayabusa c'était une couleur un petit peu plus délavée, presque grise, mais vraiment ça lui va magnifiquement bien, l'Aurelius Green. Et après vous avez aussi la F900R en Frozen Grey, hein, qui est aussi très très jolie. Je trouve que là ils ont fait deux éditions qui sont superbes BMW, et donc comme je disais, ce sont des exclusivités françaises, hein, donc ce sont des très très belles initiatives de la part de BMW France. Et si vous avez la possibilité, si vous souhaitez acheter actuellement eh bien, une petite F900R ou F900 XR, vous avez la possibilité d'avoir une édition totalement originale et décalée, et ça fait très plaisir. Dernière question de cette petite FAQ de la part de BabyZ Biker qui nous dit « Salut, ne trouves-tu pas que les Japonais, les Européens, sont à bout de souffle face aux Chinois ?» Alors c'est une question qui est ultra intéressante parce que en réalité, déjà, elle demande une lecture à deux niveaux, dans le sens où vous avez pas du tout les mêmes réactions des uns et des autres, mais du coup, ça va être intéressant de l'analyser. Mais déjà, pour répondre simplement, non. Je ne pense pas du tout que les Européens ou les Japonais soient à bout de souffle. Et la preuve en est, c'est qu'on a déjà eu et on a toujours actuellement des réponses face à, bien évidemment, ces marques chinoises qui montent, qui ont des croissances très fortes avec des prix agressifs, mais eh bien, il y a des réponses concrètes de la part des constructeurs. Et la toute première réponse qu'on a eue déjà il y a pas mal de temps de ça, eh ben, c'est tout simplement cette moto. La Honda CB750 Hornet, lorsqu'elle a été présentée au salon de l'EICMA 2022, ça ne nous rajeunit pas, hein, ça fait quand même pas mal d'années, eh bien cette moto, elle était à un tarif ultra agressif, 7 800 €, alors qu'il n'y avait en réalité aucune raison de la mettre à ce prix. Vu la motorisation, l'équipement de la machine, elle aurait facilement pu être à 700-800 € de plus, qu'elle aurait quand même été compétitive. La Z650 et la MT-07 à l'époque valaient beaucoup plus cher qu'elles ne valent aujourd'hui. Elles ont été repositionnées tarifairement et c'est une moto qui aurait pu sans aucun problème venir se battre contre elle. Résultat des courses, la moto a été la plus vendue de 2023 en France, hein, donc vraiment un succès incroyable. Et ça a été pour moi la première réponse à la menace entre guillemets chinoise qui montait et qui ne s'est pas arrêtée là, puisque ensuite Honda a sorti la CB1000 Hornet, dont la version SP à 11 799 € est un rapport qualité-prix absolument débile, hein. Je vous rappelle quand même que la machine intègre le moteur 4 cylindres en ligne de la CBR 1000RR Fireblade de deuxième génération avec 157 chevaux. 157 chevaux, ça commence à faire beaucoup les amis, hein. Avec des étriers Brembo Stylema, une fourche de très haute qualité, amortisseur arrière Öhlins, on est sur quelque chose qui est vraiment ultra intéressant. Comme je vous le dis, ça ne s'arrête pas là, puisque même récemment chez Kawasaki, eh ben on a eu cette moto, la ZX-10R, à 18 999 €, soit 2000 € de moins que l'ancienne version, alors que la machine évolue en termes de look, nouvel écran, petits winglets, etc. Elle perd en prix, c'est du jamais vu sur une Hypersport. Bah ça, c'est pour préparer tout simplement l'arrivée de la CF Moto V4 SR-RR, hein, qui risque très probablement d'être dans un tarif entre 18 et 19 000 €, donc qui sera vraiment une machine eh bien, extrêmement menaçante pour l'hypersportive en règle générale. Et là, bah, Kawasaki, ils ont réagi. Et puis finalement, bah, si on veut faire encore le tour des Japonais, chez Suzuki, il y a des grosses baisses de prix qui sont liées à
une politique globale de Suzuki qui veut vraiment remettre les choses à plat au niveau de leur politique tarifaire pour de nouveau aller chercher le plus de gens possible, mais c'est aussi pour se préparer à ce que la Chine est capable de dégainer. Et d'ailleurs, il y a une moto qui est susceptible d'arriver très bientôt chez nos amis de chez Suzuki, c'est la SV7 GX, dont les ambitions tarifaires, ils nous ont dit, vont être de placer la machine de façon très intéressante, avec notamment l'objectif d'en faire la moto la plus vendue de la marque. Donc tout ça nous montre bien que les Japonais ont déjà commencé à amorcer leur réflexion sur le sujet. Et les Européens, eh ben en fait, on est dans une philosophie un peu différente. Et pour illustrer ça, je voulais vraiment aller chercher l'extrême opposé du discours qu'on est en train d'avoir avec nos amis japonais, avec ceci, avec cette moto que vous avez vue il n'y a pas longtemps, qui a été présentée il n'y a pas longtemps par Ducati, à savoir, la Panigale Superleggera V4 Centenario. Et pourquoi j'utilise cette moto? Tout simplement parce qu'on est dans l'exagération la plus extrême et ultime sur une moto qui vaut 150 000 € et 200 000 pour la version tricolore. Bien évidemment, cette machine n'est pas destinée au commun des mortels. C'est une moto extrêmement chère, mais qui nous montre qu'en fait, les constructeurs européens, BMW et Ducati en tête, sont dans leur bulle. Ils sont littéralement dans un autre game qui est celui de la machine premium. Et pour l'instant, ni CF Moto, ni Zontes, ni Vosges, ni QJ Motor, ni Benda n'ont les prétentions, ni ZX Moto, de venir se frotter à ces marques ultra premium. Triumph continue à avoir ce genre d'aura. KTM est dans une phase un peu particulière parce qu'ils sortent d'une crise économique et donc du coup en fait eux ils se cherchent et ils se retrouvent mais à leur niveau et avec leurs armes à eux. Et Aprilia, c'est une marque aussi qui est un peu à part, dont les volumes de vente sont quand même relativement plus réduits, mais qui a sa propre stratégie. Et donc, est-ce que les Européens et les Japonais sont à bout de souffle? Loin de là, ils ne le sont pas du tout. Par contre, si vous me demandez objectivement si les 5 prochaines années vont voir des évolutions importantes au niveau du monde de la moto, et est-ce qu'il y a une chance non négligeable pour que certains surnagent et d'autres potentiellement baissent, voire même disparaissent, ça les amis, c'est le sens de l'histoire. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Et il est vrai qu'effectivement, on a connu une période très stable à ce niveau-là. Pendant les 20-30 dernières années, on n'a pas eu de grandes marques majeures qui aient vraiment eu des problèmes. On a MV Agusta qui sont en faillite de temps à autre, mais ça commence à être régulier et récurrent. Mais en ce qui concerne les grands constructeurs, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé parce que, ou très peu arrivé, parce qu'ils n'étaient pas challengés. Ils n'étaient pas challengés. Les Chinois arrivent avec des ambitions démesurées et avec des propositions ultra compétitives. Et ça risque de provoquer de la casse. Et peut-être qu'effectivement, d'ici 4-5 ans, on aura une marque majeure qui aura disparu au profit de CF Moto ou de QJ Motor qui seront désormais dans le paysage. Mais ça a toujours fonctionné comme ça. Ceux qui sauront s'adapter vont continuer. Ceux qui malheureusement ne trouveront pas les bons leviers, les bonnes solutions, disparaîtront. Mais ça ne veut absolument pas dire que ce sera tous les Européens, tous les Japonais. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Rassurez-vous, je pense qu'ils sont très très bien placés, ils savent ce qu'ils font et des solutions sont déjà en train d'être mises en place. Cette FAQ est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Le petit like aide beaucoup au référencement. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne encore, bon, c'est le meilleur moment de le faire puisque toute l'information en temps réel vous attend. Et puis des essais aussi quand même. Je sais que c'est un petit peu moins fréquent, mais rassurez-vous, il y en a qui vont arriver très bientôt. Et en attendant les amis, je vous retrouve très très vite pour de nouveaux contenus. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!